Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Patreon. C'est les actions que des membres du Patreon nous ont proposé à analyser. On va faire ça ensemble. Et pour pas vous cacher, il y a une ou deux petites pépites qui me paraissent intéressantes. Je voulais d'abord vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, c'est pareil sur le Patreon, on est quasiment une centaine, donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Il reste plus que 5 places sur l'offre à 16 € pour rejoindre le Patreon, la communauté privée. Après, on va très certainement passer à un prix plus élevé. Sûrement d'ici la fin de l'été, d'ici un petit mois. Donc voilà, il reste 5 places pour ceux qui veulent nous rejoindre. N'hésitez pas. On va tout de suite s'intéresser, aux propositions qu'on a. Alors, on a déjà Eutelsat, donc on va analyser tranquillement Eutelsat. Alors, Eutelsat, c'est une action que j'ai eue en portefeuille, mais que j'ai vendue sur un warning. Pour moi, ce warning, c'était sa fusion avec OneWeb, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai bien fait de vendre parce que je crois que depuis, l'action a quand même pas mal chuté. On va regarder ça ensemble. Eutelsat. Il y avait un beau dividende, je crois, donc effectivement ça attire. Il faudrait qu'on aille regarder si ce dividende il a été coupé ou pas. Vous voyez, Eutelsat, c'est pas glorieux. Moi, j'avais joué sur ces niveaux-là, il me semble. J'avais fait une petite plus-value et effectivement, je pense que Windadar, tu nous en parles parce que elle a break sa moyenne mobile 50 périodes là en weekly. Donc un premier point positif, mais vous voyez qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises et que finalement ça n'a pas forcément porté ses fruits. Là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est une cassure de la moyenne mobile 200 périodes, en rose que vous avez juste là. Et vous voyez un retest concluant, parce que là c'est aussi déjà arrivé qu'on l'ait retesté et finalement qu'on soit reparti à la baisse, donc une invalidation de ce mouvement là. Donc voilà, il faudrait vraiment la break, la casser, venir la retester et repartir à la hausse. Idem, faudrait qu'on regarde un petit peu sur les résultats, ce qu'on a sur Eutelsat. Bon, après là, on a quand même un petit order block acheteur, donc on pourrait au moins aller rejoindre notre order block vendeur qu'on a juste ici, mais il faudrait confirmer la cassure de la moyenne mobile 50 périodes en weekly. On va aller regarder ce qui se passe un petit peu en termes de fonda. Peut-être qu'on a des choses intéressantes. Hop, Eutelsat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, effectivement, pour ceux qui connaissent pas, Eutelsat, on est dans les satellites, voilà. La fusion avec OneWeb, le but principal, c'était de pouvoir élargir un petit peu ce que faisait la société de base. Je vais pas vous refaire tout le détail, on va directement aller sur la finance. Il me semble que je l'ai déjà analysé à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le FCF là d'ailleurs, le FCF Yield pour les membres du Patreon. Je vous ai fait là un petit PDF sur le free cash flow. N'hésitez pas à aller le regarder. Pour moi, c'est vraiment, vraiment un élément super important, le free cash flow. C'est plus palpable finalement que les résultats. Donc je vous laisse aller regarder. Des petits points positifs, c'est qu'on a des marges là qui sont en reprise, qui sont en augmentation sur l'exercice 2023. Faudra regarder un peu ce qui se passe pour 2024. On a un chiffre d'affaires qui stagne un petit peu, comme vous pouvez le voir, en légère baisse par rapport à 2019 notamment. Et vous voyez qu'il baisse finalement là sur les 5 derniers exercices. Donc c'est pas exceptionnel. Bon, après il baisse, mais il baisse pas non plus très fortement. Ensuite, bon, les marges sont pas mauvaises. Marge d'exploitation, marge nette. On ira voir un petit peu ça sur Guru Focus tout à l'heure. Le FCF conversion, c'est pareil. Je vous en ai parlé sur Patreon. Donc, allez lire un peu tout ça. En revanche, en termes de
trésorerie, si on compare la trésorerie par rapport à la dette, on est dans le négatif, on ira voir, il y aura notamment le cash-tête. Moi, ce que je voulais voir, c'est surtout le leverage. Et le leverage est élevé en termes d'endettement, on est sur du 3,5. Personnellement, je préfère qu'on est aux alentours de 2. Donc on a un leverage qui est un petit peu élevé, hein, comme vous pouvez le voir là. C'est la courbe orange avec les points noirs. Et là, vous voyez qu'on est à 3,3 hein, en multiple. Donc c'est un peu élevé pour moi. Le CAPEX, c'est pareil. Je vous en ai rapidement parlé sur Patreon. C'est quelque chose qu'il faut regarder quand même. Le cash flow par action, idem. On en reparlera hein, sur le Patreon. Je vous referai une petite vidéo pour faire un petit point là-dessus. On va aller regarder un peu sur Guru Focus. Peut-être qu'on a des infos qui peuvent être utiles. Bon, déjà, on a 2 sévères warnings. On va quand même aller checker. Ok, donc potentiellement une entreprise qui a des difficultés en termes de santé financière. Guru Focus, on considère qu'on est sur un risque moyen. On va aller regarder ça plus globalement. Effectivement, elle semble sous-évaluée à l'heure actuelle, hein, avec une potentielle reprise de la croissance. Mais ça reste potentiel. Hein, et qu'elle sous-performe largement le marché. Alors, en termes de rentabilité, bon, comme on l'a dit, c'est inférieur à l'historique, mais aux moyennes historiques sur les 10 dernières années. Hein. Vous avez vu que sur les 5 derniers exercices, il y avait peut-être une reprise, normalement, notamment sur les marges. On a une santé financière, effectivement, qui n'est pas du tout terrible. Si on compare la dette par rapport aux capitaux propres, c'est en amélioration, mais c'est pas du tout terrible. On n'a pas le PEG, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir le PEG, pour voir un petit peu par rapport à la croissance. On a quand même une croissance anticipée de 10% sur le revenu, donc ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Effectivement, ce qui fait un peu peur, c'est la situation financière, la baisse là des revenus. Donc là, on a plus de données sur Guru Focus, hein, donc depuis quand même 2016. Depuis quand même 2016. Je pense que le dividende a dû être coupé ou a dû baisser. Pas coupé, mais a dû baisser. On va aller voir ça tout de suite. Hop, Eutelsat. Eutelsat. Semble avoir subi des coupures ces dernières années. Ok. Notamment, ouais, voilà. Donc ceux qui avaient acheté un Eutelsat pour le dividende, et vous voyez qu'il a été coupé quand même en 2023-2024. C'était un gros dividende, hein, il me semble qu'il y avait un gros rendement. Donc voilà. Donc c'est pas terrible hein, quand on achète une action pour son dividende qui semble sous-évaluée. Faire attention à ces actions-là. Hein. Qui sont en baisse, mais qui ont un gros dividende, qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas forcément à le maintenir. Ça peut tout à fait être coupé. Hein. En revanche, si on regarde la rentabilité des capitaux investis, c'est pas si mal. C'est assez constant, c'est pas si mal, et ça a progressé sur le dernier exercice. Donc je vois ce que tu veux faire, Winda, je pense que effectivement tu veux spéculer là-dessus. Perso, vous le savez hein, sur le Patreon, c'est pas vraiment ma stratégie. C'est pas vraiment ma stratégie. Donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, je suis un peu désolé. Mais personnellement, c'est pas un move que je ferais forcément. Même si elle semble quand même pas mal sous-évaluée. J'aurais bien aimé avoir le PEG, il faudrait qu'on le calcule. On le calculera sur le Patreon, le PEG là, pour essayer de définir un petit peu où on en est. Ensuite, on a quoi? Une analyse de Tunis. Est-ce que je vais te la trouver celle-là? Partouche Casino. Je la ferai. Ça peut être assez éducatif, donc je vous la ferai de côté. Penses-tu qu'à l'ouverture de l'année, Microsoft va prendre une claque? Elle a pas pris une claque, forcément trop une grosse claque. On en est où d'ailleurs sur Microsoft? On va aller regarder un petit peu. Microsoft. En termes de value, on est légèrement surévalué. On a quand même un PEG de 2. Après, c'est une action très quali, donc faut pas non plus s'alarmer. Pour moi, elle est un peu chère là, alors que quand on en avait parlé, Microsoft, on était sur des niveaux quand même beaucoup plus sympas. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut. Mais perso, je patienterai un petit peu avant de recharger sur Microsoft. Hein. Hop.
Microsoft. Voilà, vous voyez, personnellement, sur Microsoft, je patienterai un petit peu. Bon, on a notre tendance en jaune, hein, pour l'instant, qui est maintenue, une tendance moyen terme. On a notre tendance long terme en noir, hein, vous voyez c'était assez chirurgical, hein, on est venu la tester 2 fois. En 2022, hein, quand on a eu la grosse baisse de la tech. Là, vous voyez qu'on a aussi un OB+, juste ici, aux alentours des 391 et 410. Donc personnellement, je serais un petit peu plus patient que ça sur Microsoft. Ça reste un excellent dossier, je vais pas vous la refaire, hein, et qui surperforme son secteur d'activité, même si Adobe pour moi est aussi un excellent dossier. Adobe qu'on a juste ici en jaune, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour Microsoft. Ensuite, tu nous as dit Tunis et Norsk Hydro. On va regarder ce que c'est Tunis. Parce que j'avoue que je pense que c'est les jouets, non, très certainement. Tunis. Est-ce que c'est ça? Ah ok, système audio pour enfants. La société est une plateforme audio numérique qui fabrique des produits tels que Tunis et Tonybox. Ok. Est-ce qu'on a ça sur Guru Focus? Elle a l'air d'être là. Ok, donc elle semble avoir eu des difficultés, hein, quand même. Ah, elle est pas rentable. Ok. Bon, ben, ça a l'air d'être en amélioration. On a dû trouver des financements là, hein, parce que y a des investisseurs qui ont dû rentrer. En revanche, la dette continue d'augmenter. La rentabilité des capitaux investis n'est pas encore présente. Donc perso, pour moi, c'est un carton rouge pour Tunis, même si ça se joue, hein. C'est pas parce que je dis que c'est un carton rouge que ça va pas repartir. Mais pour moi, il y a un risque et j'ai pas forcément envie de spéculer là-dessus, surtout que je connais pas assez bien le dossier. Donc voilà, ok. Et Norsk Hydro, c'est quoi ça? Je la connais pas non plus celle-là. Ok. Figure parmi les premiers producteurs mondiaux d'aluminium et d'énergie. On va aller regarder ça de plus près. Fabrication de produits en aluminium, vente et négoce d'aluminium, production et distribution d'énergie. Deuxième producteur norvégien avec de l'énergie hydroélectrique. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Bon, après, ça représente que 2,4% de leur chiffre d'affaires, sinon on est plutôt sur de l'alu. Alors, l'aluminium, est-ce que c'est porteur? J'avoue que je suis pas spécialiste de l'aluminium. Donc, ce serait à étudier plus en profondeur. Ce serait à étudier plus en profondeur. Ou après, elle a l'air d'avoir des fondamentaux qui sont pas mauvais. Bon, la rentabilité, ça va. C'est pas incroyable, mais ça va. On a un revenu qui est globalement croissant, mais un peu en dents de scie. C'est pas dégueulasse en termes de santé financière, on a quand même du cash. Mais attention là sur le dernier exercice, on voit que le cash a beaucoup diminué, la dette augmentée, donc il y a peut-être eu un investissement. Mais quand on regarde la rentabilité des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, hein. Ça dépend, mais c'est pas toujours exceptionnel. En 2023, on est sur du 0%, c'est pas incroyable. Le dividende, ouah, on est sur un payout qui est extrême. Et en termes de valo, un PEG de 1,37. Donc à voir, eux ils anticipent quand même une grosse croissance. Donc, hop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est effectivement repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, période. On est aussi au-dessus de la moyenne mobile 50, mais on joue un peu dessus.
Donc effectivement, un point d'entrée intéressant, c'était au niveau de l'order block acheteur juste ici, potentiellement. Après, on voit quand même que c'est une entreprise qui rame depuis la crise de 2008. Hein. Euh, on a mis quand même 14 ans avant de atteindre les plus hauts. Et puis là, à l'heure actuelle, si vous avez acheté en 2008, vous n'êtes toujours pas sur votre prix d'achat, quoi. Donc, on se fait déjà une petite idée hein, vis-à-vis de l'entreprise, sachant qu'il n'y a pas non plus de points d'amélioration exceptionnels hein, depuis 2008. Quoi qu'en 2012, on avait une rentabilité des capitaux investis assez exceptionnelle. Il n'y a pas non plus une progression incroyable. Donc, faudrait se renseigner sur la l'ALU. Est-ce que c'est quelque chose à jouer ou pas? Ou pas forcément. Pierre, pour moi, une fois n'est pas coutume, sur PEA, une action un peu éclatée en termes de business, mais fondamentalement pas trop mal. Piscine des joyaux. Alors, réchauffement climatique. Donc quand même du monde qui, qui fait des piscines. Après, il faut les entretenir. Donc, je sais que Piscine des joyaux, ils font ça aussi. C'est une partie de leur business. Euh, Après, il y a l'aspect écologique. Il y a l'aspect écologique à prendre en compte. On va aller regarder tout ça. Donc Piscine des Joyaux, je vous la refais pas. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Hop là. Alors. Ah oui, c'est vrai que fondamentalement. Waouh. Ok. Le Covid, hein, effectivement. Boom d'après Covid, bam. Comme pour la santé, on est monté très haut hein, après le Covid. Il y a eu une effervescence. Et puis là, on est revenu à des niveaux quasi Covid. On regardera ça après. En tout cas, en termes de fonda, ça a l'air pas mal. Alors, pour une société française, on a quand même une très belle rentabilité. Attention aux marges brutes qui déclinent un petit peu. Et au FCF margin. Attention à ça. Le free cash flow, ça reste très important. On va aller voir ça après. La santé financière a l'air très bonne. Ouais, regardez le cash. Hein. Le cash là, bon, je pense qu'il y a eu l'effet Covid aussi. 2020, ça a explosé. On a un endettement qui reste très bien contrôlé. On va juger quand même la période 2020-2021 assez exceptionnelle. Donc en termes de rentabilité des capitaux investis, c'est exceptionnel. Mais on reste là sur des très bonnes stats. Donc là, vous voyez, on a le free cash flow en bleu. On va se le mettre en grand. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, en bleu, c'est le free cash flow. Donc le free cash flow, il a beaucoup augmenté sur le boom d'après Covid. Hein, les gens ont voulu faire leur piscine. Hop. Il a beaucoup diminué après. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'investissement? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on voit aussi qu'il y a eu une grosse augmentation de la part du cash flow pour le dividende. Donc ça peut expliquer, hop, cette baisse là du free cash flow. Et là, ça repart à la hausse alors qu'on maintient quand même une part du cash flow pour le dividende assez élevée. Donc c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt positif. Les choses qui sont plutôt positives pour moi, on va aller regarder un peu sur Zone Bourse si on a plus, si on a plus d'infos sur le cash flow. Alors, on va aller dans Finance. Et puis rapidement, hop, je vais vous mettre le petit... hop là. Hop, on va se regarder ça aussi. Donc, ça c'est la dernière petite fiche qu'on s'est fait sur le free cash flow. Et donc, on a des éléments qui sont intéressants, notamment ici, avec le FCF margin et le FCF yield. Donc, ce qu'on va regarder, c'est potentiellement ces deux notions-là. Donc, on va essayer de se renseigner un petit peu. Et je crois que sur Zone Bourse,
On a des indications là-dessus. Il me semble qu'on a le FCF margin. Donc le free cash flow. Qui a beaucoup augmenté et qui a diminué un petit peu après. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Un cash flow par action qui augmente, lui, en revanche, chaque année. Donc ça, c'est très, très, très positif. Et on a le FCF margin quelque part ou pas? Ouais, marge FCF. On est sur du 7%. C'est-à-dire que pour 100 euros de vente, on a 7 euros de free cash flow. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste positif. Ok. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on retourne effectivement sur du 10-12% comme on a eu en 2019, 2020, 2021. Donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une société qui est quand même dépendante de la conjoncture économique parce qu'il y a des gens qui empruntent. Hein, comme maintenant pour les voitures, pour acheter une voiture, on passe souvent par des financements. Hein, ça devient quasi une norme. Et ben c'est un petit peu pareil pour les piscines. Et donc effectivement, c'est peut-être une idée de se dire bon, les taux commencent à rebaisser. Hein, ils ont déjà même commencé à baisser. Donc les gens vont peut-être plus facilement financer leur piscine. C'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Donc pour moi, un dossier qui est intéressant. Voilà. Voilà mon avis sur Piscine des Joyaux. On regardera si vous voulez plus en détail sur le Patreon. Par contre, on va peut-être faire une petite analyse technique. Piscine des Joyaux. Alors, bon, pour l'instant, c'est baissier. C'est baissier. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc par là? Ouais. On a un petit quelque chose là quand même. On tient un petit quelque chose, on va se le mettre en rouge. Hop. Donc une zone de résistance qu'on a testée à plusieurs reprises. Donc une zone de résistance, voilà, comme je vous le disais. Là, on est quand même sur, je pense, un support où on est en train de passer en dessous du support. Hop. Alors voilà. Donc là, on a plusieurs choses à surveiller. Donc la résolution du triangle. Personnellement, j'attendrai la résolution du triangle. Au minimum, j'attendrai la résolution du triangle, sachant qu'on peut aussi tout à fait aller chercher sur l'order block vendeur hein, qu'on a juste ici, qui pour moi est juste en dessous du support. Voilà. Hein, il prend en compte toute cette zone-là. Donc on va peut-être même se le dessiner. Hop. En fait, moi je prends la largeur de la bougie, voilà. Et puis donc là, potentiellement une zone plutôt acheteuse, sachant qu'on est quand même revenu sur des niveaux qu'on a connus en 2019, qu'on a aussi connus en 2016. Personnellement, j'attendrais des signes de reprise quand même, au moins la cassure de la résistance baissière là. En termes de value, on a le PEG. PEG à 0,36. C'est vrai que ça donne envie. On a un PI ratio qui est très bas par rapport à l'historique. On est plutôt sur du 18, là on est sur du 6. Et en termes de PEG, historiquement, c'est pareil, hein, on est plutôt sur du 0,88. 0,36 c'est quand même vachement faible. Hein. Qu'est-ce qu'ils anticipent en termes de croissance? On n'a pas trop d'anticipation en termes de croissance, mais si on regarde un peu la GF value, ça a l'air quand même de bien repartir. Donc effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant, on s'y intéressera plus en détail sur le Patreon, mais ouais, c'est pas mal. Sur CTO, une autre action japonaise que j'ai en portefeuille, pareil, depuis 7 ans, rechargée en 2020, et c'est tout. Je voudrais également doubler ma ligne. Zozo. Zozo. Alors, qu'est-ce qu'ils font chez Zozo? Alors, 2018. Bon, ils ont un peu galéré en 2018. Hein, on verra ça après. Spécialisé dans la détention et l'exploitation de boutiques en ligne dédiées à la mode. Vêtements, sacs, etc. On va voir ça plus en détail. Ok. Bon, là, c'est par marque, hein, j'ai l'impression. Ok. Pas grand chose de plus à dire. Qu'est-ce qu'on a sur Guru Focus pour Zozo?
TSE parce qu'on est sur une entreprise japonaise. La fonda a l'air bonne, hein, 98 sur 100. Ça a l'air de bien performer quand même. Pour la rentabilité, rien à dire à part que ça ralentit un petit peu. Mais sinon, on a des données qui sont très très bonnes. Pareil pour la santé financière. Je pense que le CAPEX doit pas être énorme et c'est plutôt une bonne chose pour ce type d'entreprise. On a un PEC de 1,25, ok. Bon, la santé financière et la rentabilité, c'est énorme, hein. Regardez la rentabilité des capitaux investis. Sachant que le coût des capitaux, le coût finalement des investissements, il est minime, il est ridicule. Donc c'est très très propre. Qu'est-ce qu'ils font en termes de dividendes? Je vois qu'il y a quand même une belle part. Ok, on l'a pas là-dessus. On va retourner là. On a un dividende qui a l'air de bien augmenter. Un free cash flow qu'on voit toujours en bleu là, qui a bien augmenté aussi. Ça stagne un petit peu sur les 4 derniers exercices. Attention quand même, parce que là on a bien augmenté le dividende, je pense, ou du moins on a bien augmenté la part du cash flow pour le dividende. Donc c'est à surveiller, une croissance du revenu qui est magnifique. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas plus de données sur le cash flow sur, sur Guru Focus. Hop. Finance. Alors. Alors, hop, je vais vous remettre là. Et vous voyez en fait, plus haut est le FCF Yield, moins la période de payback sera importante. Donc en gros, ça va être le temps pour rembourser les dettes, les investisseurs, etc. etc. Là, on a quand même un FCF Yield qui est assez bas. On est sur du 3%. Donc ça reste à prendre en compte. On avait dit quoi en termes de value? Ouais, on est sur du 30 fois les bénéfices à peu près. Un PEC de 1,25, c'est pas non plus la mort. Quand on regarde directement le free cash flow, les anticipations sont assez bonnes, hein. Hop, est-ce que... Ok. Donc, pour 100 euros investis, on a un free cash flow de 17 euros, à peu près, ce qui est pas mal. Mais il est un peu en baisse. Vous voyez, le FCF margin, il est un peu en baisse. Si on regarde un petit peu avant, bon, voilà, il avait pas mal augmenté jusqu'en 2022, et là, il baisse un petit peu. Donc, à surveiller. À surveiller quand même. On a... Ok. Bon, les marges ont quand même l'air de globalement bien se tenir. Ça a l'air d'être une belle société. On va regarder ça techniquement. Ok. Donc là, pour moi, on est sur des paliers qu'il va falloir essayer de franchir si on veut aller plus haut, sous peine. Vous voyez, là, on pourrait se faire un petit... hop, une petite zone comme ça, un peu... enfin, qui a l'air d'être plutôt vendeuse. Parce qu'on a du mal à passer cette zone-là. Après, techniquement, là, si on regarde là, ouais, depuis le Covid, c'est assez positif. C'est assez positif. Après, je pense qu'en termes de value pour ce type d'entreprise au vu des fondamentaux, c'est pas non plus déconnant d'avoir un PI ratio de 30, sachant que historiquement la moyenne est plus à 36-37. Pareil pour le PEG, hein, la moyenne est plutôt à 1,76. Après, la GF Value le considère quand même comme étant surévalué. C'est potentiellement dû au Power Earning Value juste là. Et aussi, surtout par rapport aux projections sur le free cash flow. Donc voilà, un free cash flow, comme je vous disais, limite plus important que les revenus.
Donc ça, c'est important. Après, est-ce que l'entreprise cherche à investir ailleurs? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Donc il y a quand même pas mal d'opérations d'expansion, hein, de croissance. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Vous regardez, ça prend quand même une grosse part. 62% hein, des revenus, donc c'est plutôt positif. Donc, on sait déjà que ça, il y a quand même une grosse part des revenus qui partent là-dedans. Euh, donc voilà. Voilà. Donc un free cash flow qui est quand même bien utilisé. Donc voilà pour Zozo, j'ai pas grand chose de plus à dire. Morel Prom, on l'a fait pas mal de fois, donc on va pas forcément trop s'attarder dessus. Et je crois que c'est établissement Morel ou quelque chose comme ça, ouais. Ok. Hop. Euh, je crois qu'elle a beaucoup augmenté ces derniers mois. Elle a quand même surperformé Total sur les 5 dernières années. Elle a surperformé le marché hein, finalement sur les 5 dernières années, donc c'est plutôt positif. On a un PEG qui est de 0,41, donc ce qui n'est pas forcément très élevé. On a une rentabilité qui est correcte, par contre, vous voyez quand même qu'on a des... Bon, Covid, c'était un peu exceptionnel. Le free cash flow, c'est pas exceptionnel non plus, on voit que ça varie un peu, que c'est pas génial non plus. Donc voilà, pour moi, effectivement, c'est une entreprise qui a quand même de l'avenir dans le sens où on aura encore besoin de ses services à l'avenir. En revanche, les fondamentaux sont pas exceptionnels, hein. Et puis on est quand même parti assez haut là, donc à surveiller quand même. Qu'est-ce qu'on dit sur Morel techniquement? Voilà, tu vois, on a plutôt une zone de vente hein, juste ici, pareil. Des paliers qu'on a du mal à vraiment bien franchir. Donc qui correspond avec cette zone de distribution là. Et à très long terme, c'est extrêmement baissier. Donc à très long terme, on voit quand même qu'on est bien baissier. Moi, je suis pas fan. Voilà. Globalement, je suis pas fan de ce genre d'entreprise. Technip Énergie, j'ai vu passer des trucs dessus. PRU 18, 19, et tu sais pas trop quoi faire. Bah alors. Bah alors. Hop là, elle est là. Bah. Ok, bah t'es plutôt en positif dessus, 18. Ça te fait quoi? Hop, on prend notre petit outil de mesure. T'as un beau point d'entrée, hein. T'es sur du 30% de plus-value. Donc ce qui est assez cool. Ce qui est assez sympa. Bon là tu vois on est plutôt dans une zone de résistance. Hein, une zone qui... Hop. Une zone qui résiste. Hop. Voilà. Donc effectivement, c'est plutôt une, c'est plus une bonne idée de vendre sur une résistance que sur un support déjà. Après, tu devrais avoir une résolution quelque part. Ok. Je sais pas si c'est très pertinent. Bon, écoute, bon, ça c'est pas forcément pertinent. Tu devrais peut-être potentiellement avoir une. Enfin, le but, hein, ce serait quand même de franchir cette zone-là, là. Cette sorte de triangle, tu vois, on a plutôt un. Là, on pourrait plutôt former une zone d'ailleurs. Hop. Non, on va se prendre là. On va se prendre là, hop. Et puis on va partir là. Et puis on va faire. On va faire ça. Voilà. Donc voilà, potentiellement, on aurait plutôt une zone un petit peu comme ça. Voilà. Donc effectivement, faudrait qu'on ait la résolution
euh, de ce triangle-là. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on a dit? Bah, que ça pouvait peut-être... Ah non, on l'a pas regardé. Qu'est-ce que je raconte, moi? Alors, fondamentalement, on a quand même 3 sévères warnings. Un sur la croissance des revenus. Un sur les marges brutes qui déclinent. Et un sur la santé financière. Donc d'après la GF Value, on serait quand même potentiellement vachement surévalué. Elle a même surperformé GTT sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années aussi, ouais, c'est pas mal. La rentabilité pas exceptionnelle, seulement 6 années de profitabilité. Ok, bah c'est normal. On a quand même un cash qui a tendance à baisser, une dette qui a tendance à augmenter. Un payout de 30%, c'est correct. Des anticipations de croissance aux alentours des 10-12%, ce qui est pas trop mal. Après, je connais pas bien le business model, donc bon, tiens, on va regarder. Technip Énergie. Société. Société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture, ok, pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer, GNL, traitement du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, question CO2, ok. Le, ça a l'air plutôt porteur. Après, faudrait se renseigner plus en détail sur le business model. Euh, est-ce qu'il y a un avantage compétitif, potentiellement technologique ici? Voilà, faudrait se renseigner sur tout ça. C'est pas négatif, c'est pas exceptionnel non plus pour Technip. Donc voilà, on essaiera de se renseigner plus en détail, Jérémy, sur le business model de l'entreprise. Ah, GNE. Ah, merci Adrien de me mettre les tickers, c'est cool aussi. GNE. Euh... Tout. On l'a comment là? Xpart, tu m'as dit, t'es sûr? Ah ouais. Et puis là, on va faire comme ça. Mais Aerospace, est-ce que c'est pas plutôt côté sur du... Je vais pas prendre la Xpart, je vais prendre... C'est qui côté, voilà, sur les needs. Ok. Alors. Société. Un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activité. Fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques. 50% du chiffre d'affaires. Fabrication d'équipements de production d'énergie. Ok, ouais, donc ils sont quand même vachement diversifiés. C'est pas... Ok. D'accord. D'accord. Une répartition géographique qui a l'air plutôt intéressante. Ça sous-performe quand même Boeing sur les 10 dernières années. Bon, je pense que sur les 5 dernières années, il n'y a pas photo. Voilà, ça surperforme, ok. Ça semble surévalué parce que on a quand même une grosse baisse de la courbe de la GF Value, donc ça c'est pas forcément positif. En termes de profitabilité sur les 10 dernières années, waouh, on a pas mal d'années. Déjà on a un revenu qui est dégressif, et en plus on a des années où on n'est pas profitable. Par contre on a réussi à diminuer la dette, donc on a un cash to dette qui retrouve un certain équilibre. Par contre en termes de rentabilité des capitaux investis c'est négatif. Donc c'est pas terrible, le free cash flow c'est pas terrible du tout non plus.
2,71% pour le FCF Field, c'est pas terrible non plus. Bon, la valo est élevée quand même. Donc il y a des gens qui ont des croyances, hein, sur le dossier qui y croient. Moi, je trouve pas ça terrible, honnêtement. Par contre, une croissance anticipée de 30% sur le bénéfice par action, voilà. Why not? Why not, why not? Tu vois, là, on arrive plutôt dans une zone de vente qu'on a du mal à franchir et qu'on n'a pas franchi depuis 2008. Donc, effectivement, si on a cassé cette zone-là, ça pourrait aller beaucoup plus haut. Voilà, voilà. Et Safran, mais Safran, je crois qu'on l'a fait très récemment, Safran. Je crois qu'on l'a fait dans une des dernières reviews déjà. C'était pas trop mal si je dis pas de bêtises, mais c'est pas non plus un dossier exceptionnel. Bon, je vais pas forcément la refaire, hein. Safran, tu la trouveras dans une des dernières reviews. C'est pas mal. C'est pas mal pour Safran. Euh, Hormis pour la rentabilité des capitaux investis. C'est mieux sur le free cash flow. C'est mieux sur le free cash flow, etc. etc. Je te laisse regarder pour Safran sur les dernières reviews qu'il y a sur le Patreon. Et puis moi, je vous dis à bientôt, hein. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.